Howdy folks! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui revient sans cesse à chaque élection présidentielle américaine, le fameux collège électoral. Et surtout, c'est quoi ce système de dinosaures? Comment ça se fait que ça n'a pas encore été aboli tout ça? Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 points en défense du collège électoral. Et non, c'est pas parce que sinon Trump aurait perdu l'élection de 2016. Le point numéro 5 est d'ailleurs l'argument qui tue, et malheureusement, c'est celui qu'on retrouve le moins sur internet. Alors, restez bien accrochés. Aussi, si vous tombez sur cette série par hasard, je vous invite à aller voir les 3 premières vidéos de la série, sur le système électoral, le système à 2 partis et les grands électeurs. Parce que si vous n'êtes pas à jour sur les élections américaines, vous risquez de rien comprendre. Allez, je fais un rappel de 30 secondes top chrono sur le principe du collège électoral. Aux États-Unis, le président est choisi par un collège électoral et non pas par suffrage universel direct. Tous les États votent le même jour. Les citoyens sont invités à choisir leur candidat préféré, et celui qui remporte le plus de voix dans un État remporte la totalité des grands électeurs de l'État. Chaque État a autant de grands électeurs qu'il a de représentants au Congrès. Pendant la nuit électorale, au fur et à mesure que les résultats tombent, on additionne les grands électeurs de chaque État et le candidat ayant remporté plus de la moitié, soit 270, gagne l'élection. Alors, pourquoi ne pas voter directement, comme on le fait en France ou dans d'autres démocraties? C'est ce que veulent mettre en place certaines personnes qui n'aiment pas le système actuel. Vous l'avez sûrement déjà entendu après certaines élections, il arrive que le président élu ne soit pas celui qui a remporté le plus de voix au niveau national. Ça, c'est arrivé plusieurs fois, comme en 2000 avec Bush contre Gore, ou en 2016 avec Trump contre Clinton. Ces situations donnent souvent l'impression que le vote populaire ne compte pas vraiment, et ça en frustre plus d'un. Les critiques disent que ce système n'est pas adapté à l'époque moderne, que c'est une relique du passé, d'un temps où les États étaient plus indépendants et que le président n'avait pas autant de pouvoir que maintenant. Et puis, il y a aussi la question des swing states. Ce sont ces États clés où l'élection se joue vraiment, parce qu'ils peuvent faire basculer le résultat d'un côté comme d'un autre. À cause de ça, des États comme la Pennsylvanie ou la Géorgie deviennent des superstars de chaque élection, tandis que les grands États sûrs comme la Californie ou le Texas sont souvent négligés. Certains disent que ça donne trop de pouvoir à quelques États et pas assez aux autres. Ça force aussi les candidats à se concentrer sur les problèmes de ces États-là et de promettre des réformes spécifiques afin d'aider les swing states, au détriment d'autres États qui pourraient eux aussi mériter de l'attention. Bref, le collège électoral a ses détracteurs. Mais attendez avant de jeter ce système à la poubelle, parce qu'il y a aussi de sacrés avantages. Il protège les petits États. Je sais que c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire. Le concept d'État clé semble invalider cet argument. Mais il faut imaginer que sans collège électoral, le problème serait encore pire. Imaginez un système de vote direct. Alors des États comme le Wyoming ou le Vermont, avec leur faible population, seraient complètement ignorés. Les candidats passeraient tout leur temps dans les grandes villes et les États les plus peuplés comme la Californie, le Texas et la Floride, et ils n'auraient aucun intérêt à écouter les préoccupations des habitants des régions à faible densité de population. Quel serait alors l'intérêt pour le Wyoming de faire partie des États-Unis si c'est pour se faire rouler dessus comme ça? Il empêche la domination urbaine. Le système de vote direct pourrait créer un autre problème, ce serait la domination des grandes villes sur les zones rurales. Prenons un exemple. En 2020, Joe Biden a remporté le vote populaire avec 7 millions de plus de voix que Donald Trump. Pourtant, si on regarde une carte des votes par comté, on se rend compte que l'électorat démocrate est concentré dans les grandes villes, mais que la majorité de la superficie du pays a voté pour Trump. New York, Los Angeles et Chicago, ces 3 villes regroupent des millions de personnes, et dans un vote direct, elles auraient un poids énorme sur le résultat. Mais qu'en est-il des zones rurales et des petites villes? Le collège électoral assure que les intérêts des zones rurales et des grandes villes sont équilibrés, en forçant les candidats à s'adresser à l'ensemble du pays et pas seulement aux grands centres urbains. Parce que oui, même si le système de collège électoral force les candidats à concentrer leur attention sur les États clés, les swing states sont une combinaison d'électorat urbain et rural, donc au moins les deux types de population doivent être satisfaites avec un collège électoral. Il renforce le fédéralisme. Les États-Unis sont, comme leur nom l'indique, un pays de 50 États-Unis. Le président n'est pas seulement élu par le peuple dans son ensemble, mais par les États eux-mêmes. Ce système reflète l'équilibre entre les pouvoirs fédéraux et le droit des États. Supprimer le collège électoral, ce serait un clou de plus dans le cercueil déjà bien entamé de la centralisation du pouvoir au niveau fédéral et de la perte d'indépendance des États. On va être franc là-dessus. Ceux qui défendent le vote populaire sont en général ceux qui défendent aussi un Washington plus puissant et qui imposent davantage leurs lois aux États. Le collège électoral est donc une barrière contre l'affaiblissement du système fédéral actuel. Pour s'en convaincre, il suffit de voir comment les détracteurs du collège électoral souhaitent le faire disparaître. La voie légale serait de passer par un amendement de la Constitution. Et pour ça, il faut que les 3/4 des États soient d'accord. Bonne chance pour les faire lâcher du pouvoir. Certains proposent aussi d'obliger les grands électeurs d'un État non seulement de ne pas être infidèles,
mais aussi de suivre le résultat du vote populaire national dans le choix des grands électeurs de l'État. Par exemple, admettons que la Pennsylvanie soit remportée par Trump, mais que Kamala Harris remporte le vote populaire. Avec une telle proposition, les grands électeurs de Pennsylvanie devront aller pour Harris, même si les habitants de l'État ont choisi Trump. Dynamitage du système fédéral, je vous dis. Attends, c'est pas la pire idée. Autre option pourtant avancée sérieusement par les défenseurs du quoi qu'il en coûte, il faut détruire la République en la pliant en 4 juste pour se débarrasser du collège électoral, eh bien ce serait de créer une centaine de sous-districts dans Washington DC, ce qui créerait 3 grands électeurs dans chacun de ces districts, selon certaines interprétations du 23e amendement. Il limite l'impact des 3e candidats. Avec un vote direct, les petits candidats pourraient facilement fragmenter le vote et créer des situations où un candidat remporte la présidence grâce à des alliances et des reports de voix durant la campagne. Le collège électoral décourage cela en consolidant les votes autour de 2 grands partis. Oui, on a décrit ça comme un problème dans la vidéo sur le système à 2 partis, mais si vous pensez que c'est un défaut, détrompez-vous. Ça contribue à la stabilité politique du pays aussi. Un système multipartite fragmenté pourrait mener à des gouvernements instables ou à des alliances de circonstances peu représentatives. Regardez en France avec les législatives récemment. Là, avec 2 partis, on se retrouve bien souvent avec 2 blocs idéologiques très distincts. Au moins, c'est clair. Et il n'y a pas d'alliance contre l'extrême droite ou je sais pas quel autre barrage. Il permet à toutes les idées d'être représentées. Et ça, c'est l'argument qui tue que je ne vois pas souvent mentionné. Vous allez voir, c'est une combinaison de tout ce qu'on a dit avant, mais mis dans une conclusion super logique. Reprenons notre carte des votes par comté de 2020. Les détracteurs du collège électoral diront que ce sont les citoyens qui doivent voter, et pas la superficie du terrain. Certes, mais la superficie de terrain représente une certaine combinaison de problèmes en recherche de représentation. Regardez, à Los Angeles, que veulent les gens? Un gouvernement pour pousser de l'infrastructure publique urbaine? Faire baisser des crimes et réduire la pollution, ça paraît logique, non? Ici, dans les montagnes du Colorado, les gens sont inquiets de l'assèchement de la rivière Colorado et des rentrées d'argent liées au tourisme de ski. Ici, à Chicago, les gens veulent de l'infrastructure, moins de crimes, moins de pollution. À Springfield, dans l'Ohio, les gens sont inquiets du pouvoir d'achat et de l'immigration. Et là, à New York, les gens veulent de l'infrastructure, moins de crimes, moins de pollution. Ici, en Pennsylvanie, les gens sont inquiets de la fermeture d'usines et de la réglementation sur la fracture hydraulique. Et là, à Boston, les gens veulent de l'infrastructure, moins de crimes, moins de pollution. Ici, dans le Michigan, les gens sont inquiets de la qualité de l'eau, de leur job industriel. Bon, vous voyez le problème. Tous les citadins du pays ont les mêmes problèmes globalement. Par contre, le reste du pays arrive avec des problématiques qui leur sont propres géographiquement et démographiquement. Et c'est là tout l'intérêt du collège électoral. Si on se contentait d'un vote direct national, les voix des grandes villes, où les préoccupations sont souvent similaires d'une ville à l'autre, finiraient par dominer celles des régions rurales qui ont des besoins et des priorités bien différentes les unes des autres. Ce système équilibre les intérêts variés du pays en veillant à ce que des problèmes spécifiques ne soient pas étouffés par les préoccupations majoritaires des zones urbaines. En fin de compte, c'est pas seulement une question de population, mais aussi de diversité géographique et économique qui mérite d'être représentée dans l'élection du président. Les États-Unis sont une république, et en république, on élit des représentants pour rapporter les préoccupations des citoyens auprès du gouvernement. Le collège électoral permet d'apporter plus de préoccupations différentes dans l'équation de détermination du président par rapport à un vote populaire. Dans la prochaine vidéo de la série, déjà disponible pour les souscripteurs YouTube et les abonnés Patreon, on va parler du lien entre ségrégation, triche à l'élection et deal sous la table au Congrès derrière des portes closes. Intrigué? Retrouvez les liens en description. Laissez un like avant de partir, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, le best américain.